Salut tout. Ok. Ok. Alors aujourd'hui, je m'appelle Déborah et j'ai réussi dentaire. Donc l'année prochaine, je rentre en deuxième année de dentaire. Et donc aujourd'hui, on va voir le cours de la stéréochimie. C'est une introduction. C'est un des premiers cours qui est fait donc en chimie organique et tout ça. Et ce cours, il est très important pour ensuite regarder tout ce qui est, tous les mécanismes en fait et toutes les réactions qu'on va apprendre avec le professeur Terme. Ce professeur, c'est un prof qui est il est assez gentil, ça va. En général, il fait toujours les mêmes QCM, toujours les mêmes annales. Donc, vraiment pour ce cours, moi, je vais me concentrer sur ce qu'il faut savoir le jour du concours, le jour J. On ne va pas s'attarder en profondeur, regarder les petits détails et tout. Même si des fois en cours, le prof, il essaye de montrer tous les mécanismes et tout, on n'a pas besoin de se prendre la tête dessus. Et c'est pareil pour tous les autres cours. On ne se prend pas la tête et on apprend que ce qu'il faut le jour, pour le jour du concours. Donc, donc voilà, c'est vraiment un cours qui va vous permettre de répondre au QCM et pas plus. Si vous avez des questions trop profondes ou dans les détails, moi, je ne suis pas à même de répondre. Donc c'est un cours qui est assez facile. Il y a vraiment savoir, enfin, faut juste savoir, faut juste comprendre. Faut juste comprendre avec des petites astuces, comprendre. Voilà, moi, je vais vous donner en fait des astuces. Je ne vais pas essayer de vous donner, de vous faire comprendre les mécanismes. Je vous donne des astuces et vous les apprenez et vous réussirez, c'est sûr, à répondre au QCM. Donc, à la fin, je vous ai même mis des petits QCM pour que vous ce qui vous attend aujourd'hui. En plus, ce cours, c'est un cours qui tombe toujours chaque année, toutes les années, il y a au moins un QCM dessus. Donc vraiment, c'est important. Et vous êtes super parce que vous allez le voir maintenant, donc vous avez le temps de vous l'approprier parce que ce cours, il est fait que fin septembre, je crois. Donc, commençons. Donc, la stéréochimie, c'est quoi? La stéréochimie, en fait, depuis le début, c'est un cours qui reprend beaucoup ce que vous avez vu en terminale, l'atome, etc. Et donc, la stéréochimie, donc depuis le début, en terminale, vous voyez comment l'atome il est représenté, mais en 2D, c'est-à-dire sur le papier. Et donc, maintenant, la stéréochimie, et ce que cette année, on essaie de vous montrer, c'est que l'atome, bien entendu, c'est quelque chose de réel, et l'atome, on veut maintenant le voir, on veut le représenter dans l'espace. Et donc, la stéréochimie, c'est voir la molécule en 3D. Et donc, on va avoir plusieurs représentations pour essayer de mieux visualiser l'atome, les molécules dans l'espace. Parce que stéréo, ça veut dire espace. Donc ça, c'était pour la petite définition. Pourquoi j'arrive pas à faire passer? Ah, c'est bon. Donc maintenant, on va étudier, et ce cours, il est fait en 3 gros points. Le premier, c'est la représentation des molécules. Alors, ça, c'est la représentation des molécules, ça veut dire en 2D, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez tous vu en terminale normalement. Alors, on va aller assez rapidement parce que normalement, vous le connaissez déjà. Si quelqu'un a une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre et me demander. Donc, oui, oui, bon. Ok. Donc, on a 4 sortes de représentation plane des molécules. On a la formule brute, ça tout le monde sait ce que c'est. Donc, en fait, tous les points importants, je les ai écrits sur ces diapos. Et si vous les avez déjà vus hier ou quand Dan les a envoyés, c'est super. Et vraiment, apprenez les diapos. C'est comme le cours et c'est vraiment, enfin, c'est un résumé du cours et elles sont top. Donc, formule brute, tout le monde sait, donc on ne renseigne pas sur l'arrangement des atomes. Ensuite, on a la formule développée, où là, toutes les liaisons apparaissent.
on a la formule semi-développée où là, donc on a toutes les liaisons sauf les liaisons avec l'hydrogène. Et puis, on a la formule topologique et c'est seulement les liaisons carbone-carbone qui apparaissent. Je vous ai mis à chaque fois une image pour que vous compreniez bien et vous sachiez lequel appartient auquel. Enfin bref. Ensuite, donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la représentation spatiale des molécules. Donc, pour essayer de visualiser une molécule dans l'espace. Donc maintenant, c'est plus en 2D, c'est en 3D. On a la représentation de CRAM qu'on va étudier. La représentation de CRAM, c'est... Voilà. Alors, la représentation de CRAM, quand on est en trait droit, c'est-à-dire ça veut dire que la liaison, elle est sur le plan. Là, on a un plan, elle est vraiment sur le plan. Maintenant, quand on est dans un triangle plein, ça veut dire qu'il est en avant du plan. Et lorsqu'on est dans un triangle hachuré, ça veut dire que celui-ci, cet hydrogène-là, il est en arrière du plan. Et donc ça, cette représentation de CRAM qui est vraiment très importante, et c'est celle qu'on va utiliser, même on va l'utiliser en chimie orga, etc. Donc cette représentation-là, elle permet de représenter la molécule dans l'espace. Donc là, il n'y a vraiment rien à savoir, c'est juste pour apprendre à représenter la molécule. On ne va pas vous demander de le faire le jour du concours, hein. C'est juste pour savoir comme ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir dans ce cours, et le prof, je ne crois pas qu'il s'attarde tellement dessus, c'est donc, on a deux projections, c'est-à-dire deux sortes de voir, deux façons plutôt de voir la molécule dans l'espace. Alors, et deux façons de la représenter en fait. À chaque fois, là, on parle de représentation des molécules. Donc, premièrement, on a la projection de Newman. La projection de Newman, c'est en fait représenter la molécule sur un cercle. Je vous ai mis un exemple ici. Et donc, en fait, c'est regarder la molécule de son propre œil. Donc, si là, ici, c'est mon œil, je veux regarder cette molécule-là, je la regarde dans ce sens-là. Cette première partie, je vais la voir en premier plan. Je vais voir ce carbone et ces 3 hydrogènes. Donc, en fait, je le transpose ici. Donc, je vois ce carbone et ces 3 hydrogènes. Et puis, derrière, comme c'est en décalé, je vais pouvoir apercevoir les 3 hydrogènes de derrière en rouge. En revanche, le deuxième carbone en rouge, je ne peux pas le voir parce qu'il est derrière l'autre carbone. Donc, je vais pouvoir voir que ce qui apparaît ici sur les cercles. Voilà, donc c'est juste ça à savoir. Le jour du concours, franchement, ça ne tombe pas. Projection de Newman, ok. Ensuite, la projection de Fischer, elle est un peu plus importante et c'est seulement pour les oses, c'est-à-dire les sucres, et les acides aminés. Donc là, c'est une représentation différente que celle de Newman. C'est plus sur des cercles, mais ici, c'est avec des traits. C'est-à-dire que là, on a par exemple une molécule ici en représentation de CRAM. C'est-à-dire, juste pour vous rappeler, là, on a 2 traits hachurés. C'est-à-dire que ça, c'est ce composé-là et ce composé-là, ils sont en arrière du plan. Et là, on a 2 traits pleins, c'est-à-dire que ces composés-là et ces composés-là, c'est-à-dire ces liaisons plutôt, ils sont en avant du plan. Et donc là, vous pouvez visualiser votre molécule dans l'espace. Et donc, la projection de Fischer, Fischer, il a imposé quelques règles pour représenter nos molécules. Il a dit que lorsque le trait il est horizontal, ça veut dire que la liaison est en avant du plan. Comme on peut le voir là, ici et ici, c'est des triangles pleins. Donc ici et ici, celui-là, c'est en avant du plan. Et il dit aussi
que lorsque le trait il est vertical, ça veut dire que c'est en arrière du plan, comme on peut le voir là. Ici, on voit avec la représentation de crème, c'est en arrière du plan. Là, donc celle-ci et celle-ci, c'est en arrière du plan. J'espère que vous avez compris. C'est juste vraiment la façon de représenter la molécule la spéciale. Juste, il y a aussi autre chose. Que oui, aussi, la fonction la plus oxydée, elle doit se trouver en haut. Bon, ça, peu importe. Le jour du concours, on ne vous demande pas de représenter en Fischer ou en Newman, pas du tout. On vous demande juste, là, maintenant, de comprendre un peu les différentes représentations. Et le prof, d'ailleurs, on passe très vite dessus. Donc, nous aussi, on va passer assez vite dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, Juste, oui. excusez-moi, par rapport à la fonction oxydée, il y a quelque chose qui me chiffonne. Quand on dit que c'est la fonction la plus oxydée, celle avec le plus d'atomes d'oxygène. Ouais, oui. Ben alors, enfin, comment dire, là, d'un point de vue, là, si on regarde la fonction de Joule, il y a marqué CHO, et il y a autant d'oxygène que sur le premier, sur Le la OH, première. Mais du coup, pourquoi on dit que c'est la plus oxydée si c'est enfin, comment dire, elle n'est pas plus oxydée que celle qui est en dessous? le OH, tu parles. Ouais, Ben là, ici, comme ici, j'ai expliqué que là, euh, ici, c'est un triangle plein. Donc, c'est en avant du plan. Donc, on est obligatoirement, on le met ici. d'accord. OK? Ok, On le met sur le trait horizontal. Après, voilà, la fonctionnalité, enfin, ne vous prenez pas la tête dessus. C'est pas très important. d'accord, merci. Donc maintenant, deuxième point très important de cours, et dans ce cours, on va crescendo, c'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir, normalement, vous l'avez déjà vu en terminale, enfin, à part peut-être la représentation de crâne, mais c'est assez simple, c'est juste à savoir, il n'y a même pas à apprendre. Et maintenant, on va voir donc l'isomérie. Ok, je vais mettre comme ça, je préfère quand il y a ma flèche. Vous voyez ma flèche quand je bouge? Vous voyez ma flèche? Oui, oui, on la voit. Ah ok, super. Donc, l'isomérie, qu'est-ce que c'est des isomères? Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu en terminale, mais les isomères, c'est des espèces chimiques, c'est-à-dire c'est deux molécules finalement, qui ont la même formule brute, mais qui diffèrent par soit l'ordre ou la nature des liaisons, et là on parle d'isomérie plane en 2D, soit ils diffèrent par la disposition des atomes dans l'espace. Et là, c'est la stéréoisomérie, et c'est ce qui nous intéresse le plus. Important à savoir, et quand je vous mets en rouge, c'est à connaître par cœur, parce que c'est les pièges qu'on vous donne le jour du concours, c'est que les isomères ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. C'est deux composés différents. Malgré le fait qu'ils ont la même formule brute, peu importe, ils sont différents sur tous les points. Et sur l'avant du bassin, là où on a pied évidemment, parce que plus loin pour moi c'est compliqué. quelqu'un peut éteindre son micro. Donc, merci. Donc, les isomères ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. Et le jour du concours, c'est sur ça qu'on va vous faire, on va vous mettre des pièges dessus. C'est-à-dire qu'on va vous dire les isomères ont des propriétés physiques, chimiques identiques et biologiques différentes. Faux. Les isomères ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes. Donc voilà. Donc ça, on va le détailler dans la prochaine diapo. Donc voilà, on va tout d'abord parler d'isomérie plane. Les isomères sont des molécules qui possèdent la même formule brute, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui ont des formules développées différentes. Donc quand on parle d'isomérie plane, c'est que seulement leur formule développée, elle est différente. Et elle est différente soit au niveau de la constitution, soit au niveau de la position. Et donc, c'est deux sortes d'isoméries. On a les isoméries de constitution et les isoméries de position, qui sont des isoméries planes. Ça, c'est des petits points à apprendre. Donc,
pour l'isomérie de constitution, on se rappelle que des isomères ont la même formule brute, mais que quand leur constitution est différente, donc ils ont des groupements fonctionnels différents. Ici, je vous ai mis un exemple, ici donc d'un alcool et ici d'un alcane. On observe que ces deux molécules-là, elles ont donc des formules brutes identiques. Hein. Si vous comptez le nombre d'oxygène, c'est la même chose, le nombre de carbone, d'hydrogène, etc., c'est tout pareil. Sauf qu'on observe ici que c'est différent au niveau de leur constitution. Ici, on a un alcool et puis ici, on a un alcane. Ça, c'est pour l'isomérie de constitution. Pour l'isomérie de position, donc l'isomérie de position, les isomères ont la même formule brute, encore une fois. Je les répète comme ça va rentrer bien dans votre tête. Ils ont le même groupement fonctionnel, à la différence des isomères de constitution, mais le groupement caractéristique est porté par des carbones différents de la chaîne carbonée. C'est-à-dire qu'ici, donc là, je vous montre l'exemple d'un amine. Ici, le NH2, il est porté par ce carbone-là, alors qu'ici, le NH2, il est porté par ce carbone-là. Et donc là, on a deux noms différents, le propane 1 amine, et là, on a le propane 2 amine. Donc ça, vraiment, c'est juste à savoir très vite fait. Ça tombe pas en annales, ça tombe pas le jour du concours, mais faut juste le savoir, quoi. C'est la base. L'isomérie plane, l'isomérie de constitution, l'isomérie de position. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu en terminale. Maintenant, ce qui nous intéresse et ce qui tombe le jour du concours, c'est l'isomérie spatiale et la stéréoisomérie. Donc, en rouge, à apprendre par cœur. Des stéréoisomères sont des isomères qui ont la même formule développée. Donc, à la différence des isoméries planes, qui avaient des formules développées différentes, ici, elles ont la même formule développée, mais elles sont différentes par la disposition de leur atome dans l'espace. On parle de stéréoisomérie, stéréo-espace, et donc on va regarder l'atome dans l'espace. Et donc, sur le papier, ces deux atomes, ils sont pareils. En revanche, dans l'espace, leur atome, il est disposé de manière, leur groupement et tout, ils sont disposés de manière différente. Et c'est ça qu'on va essayer de regarder et essayer de comprendre cette stéréoisomérie. Donc, on a deux sortes de stéréoisomères. Et il ne faut surtout pas les confondre et il y aura des pièges dessus le jour du concours. Même dans les QCM et tout, c'est les pièges bateaux, quoi. Vous tombez une fois dans le piège et puis ensuite vous le retenez et vous ne le refaites plus. Donc, on a des stéréoisomères de configuration et des stéréoisomères de conformation. Configuration, conformation, à ne pas confondre. Alors, plus profondément, les isomères de configuration. En fait, il faut savoir que la configuration d'une molécule, c'est-à-dire comment elle est disposée dans l'espace, c'est la configuration de la molécule, elle définit la molécule. C'est, comme je vous l'ai mis, c'est la carte d'identité de la molécule. C'est à retenir, donc c'est la configuration qui est la carte d'identité de la molécule, celle qui définit la molécule. Voilà, je vous ai même mis la configuration et la structure invariable d'une molécule qui dépendent de la nature même de la molécule. Et donc ça, c'est juste à savoir. Maintenant, ce qu'il faut retenir bien, je vous l'ai mis ici en violet, c'est que lorsqu'on change de configuration, c'est-à-dire on a une molécule, elle est disposée de telle manière. On va prendre celle-là. Elle est disposée de telle manière. Le NH2 sur le plan, le CH3 sur le plan, l'hydrogène en avant du plan et le OH en arrière du plan. Ici, il a une telle configuration, c'est-à-dire c'est un composé chimique. Maintenant, je vais changer de configuration. Ici, il y a un petit changement, c'est-à-dire que là, le OH, il était en arrière du plan, ici, il est en avant du plan. Ici, le H, il était en avant, ici, il est en arrière. Donc, ce changement-là, ça s'appelle un changement de configuration. Et donc, ces deux molécules-là,
même si elles ont l'air identiques, non, c'est deux composés chimiques totalement différents. Quand on change de configuration, on change de composé chimique. Très important à retenir. Et aussi, la chose importante, et c'est sur ça qu'on vous piège là-dessus, c'est que pour passer d'une configuration à l'autre, il faut rompre des liaisons. Donc, pour passer de cette molécule-là à cette molécule-là, j'ai cassé une liaison. Et donc, ça, c'est une configuration, cassage de liaison. Pour passer de l'une à l'autre, il y a rupture de liaison. En revanche, pour les isomères de conformation, ce n'est pas une rupture de liaison qu'il va y avoir pour passer d'une molécule à l'autre, c'est seulement une rotation, une libre rotation autour d'une liaison simple. Donc, c'est là, il est un peu plus complexe à comprendre, ce n'est pas très important. Les choses à apprendre, c'est que conformation, c'est rotation, configuration, c'est rupture. Que deux conformères représentent donc la même molécule dans des dispositions spatiales et d'état d'énergie différents. C'est-à-dire la molécule ici, je vous ai mis le cas de l'éthane, ici et ici, c'est la même, sauf que voilà, elle a un peu tourné la molécule, c'est tout. Donc voilà, configuration, rupture, conformation, rotation. Et voilà, le jour du concours, on va vous mettre la configuration. C'est le fait, donc, changer le passage d'une configuration à un autre se fait par simple rotation. Faux. Voilà, c'est tout. C'est l'inverse. J'en suis où? Ok. Là, je vous ai mis un petit résumé sur les isoméries. Si vous voulez le regarder, c'est vraiment pareil. Les isomères, donc ils ont la même formule brute. Soit, donc ça c'est l'isomérie plane, ça c'est l'isomérie donc en 3D dans l'espace. On a l'isomérie de constitution, de position, de fonction, de chaîne, ça peu importe, on s'en fout un peu. Mais on a les stéréoisomères aussi. Les stéréoisomères, ils ont la même formule semi-développée, même formule développée, c'est pareil. Pour passer d'une formule, peut-on passer d'une forme à l'autre par simple rotation? Oui, alors on appelle ça isomère de conformation. Sinon, on appelle isomère de configuration parce qu'il y a rupture. Et là, maintenant, on va s'attarder sur les isomères de configuration. Même pour la suite du cours, on va surtout regarder les isomères de configuration. Ici, on nous dit les composés sont images l'un de l'autre dans un miroir. Si elles sont images l'une à l'autre dans un miroir, alors... Voilà, c'est la question. Si oui, les composés, est-ce qu'ils sont superposables? Non, on appelle ça des énantiomères. S'ils sont superposables, la molécule, elle est identique. Ça, peu importe. On va s'attarder surtout sur... et on va parler donc d'énantiomérie et de molécules chirales. Alors, ça, c'est donc la troisième partie de ce cours. On parle de la chiralité. La chiralité, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être étudié déjà un peu ce que c'était la chiralité en terminale. Mais, 2 minutes. Ok. Qu'est-ce que la chiralité? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet chiral n'est pas superposable à son image. Et c'est l'exemple bateau qu'on vous donne toujours. C'est l'exemple des mains dans un miroir. Mes mains dans un miroir, cette main, elle est image de celle-là. Mes mains, elles sont image l'une de l'autre. En revanche, si je les prends les deux et que je veux les superposer, impossible. Et c'est ça, en fait, la chiralité. C'est-à-dire, elles sont images l'une de l'autre, mais elles ne sont pas superposables. Ça, c'est quelque chose que vous savez sûrement, mais c'est une petite définition à connaître par cœur. Et donc, aussi à savoir, c'est que ces objets chirales,
n'ont ni plan ni centre de symétrie. S'ils avaient plan ou centre de symétrie, on ne parlera pas de chiralité. Mais c'est pour un objet chiral. C'est pareil pour une molécule. Une molécule chirale est une molécule non superposable à son image dans un miroir. Et donc, ces deux molécules-là qui sont images d'une zone mais qui ne sont pas superposables, on va parler de relation d'énantiomérique. Donc voilà, c'est deux, on va dire ça, c'est des molécules, ok. C'est deux molécules chirales. Mes mains, c'est des deux molécules chirales. Et ces deux molécules chirales aussi, c'est un peu du vocabulaire à connaître. Hein. C'est deux énantiomères. Et ils sont en relation d'énantiomérie. Ok. Et très important, je vous l'ai mis en rouge encore une fois, c'est que deux énantiomères ont des propriétés physico-chimiques identiques, mais des propriétés biologiques différentes. Et ça, c'est piège bateau aussi. On vous dit deux énantiomères ont des propriétés physico-chimiques et biologiques identiques. Faux. Deux énantiomères ont des propriétés physico-chimiques identiques, mais attention, des propriétés biologiques différentes. Voilà, donc c'est un peu du vocabulaire. Et voilà, le dernier truc, c'est du vocabulaire. On parle de mélange racémique quand on a un mélange équimolaire de deux énantiomères. Ça peu importe, franchement, ce n'est pas très important. Un mélange équimolaire, ça veut dire qu'il y a deux molécules en proportion égale dans un mélange. Et on l'appelle mélange racémique parce que deux molécules en proportion égale de deux énantiomères, attention. Voilà. Vous avez tous compris là? Hein? Oui. Ok, très bien. Maintenant, on va se concentrer sur le carbone asymétrique. Donc, c'est quoi un carbone asymétrique d'abord? Un carbone asymétrique, il est représenté par un petit astérix ici. Un carbone asymétrique, il est lié à 4 groupements différents. On l'appelle un carbone tétraédrique qui est lié à 4 groupes d'atomes, tous différents. NH2, OH, H, CH3, tous différents. Une molécule contenant un seul atome de carbone asymétrique est forcément chirale. Ça, c'est une petite loi qu'il faut connaître. C'est que lorsqu'on a une molécule qui a un seul, attention, carbone asymétrique, obligatoirement, cette molécule ici, elle est chirale. Ça veut dire qu'elle a une image dans un miroir qui n'est pas superposable à elle-même. Attention, ici, c'est juste pour vous faire remarquer qu'une molécule qui a deux carbones asymétriques, elle n'est pas forcément chirale. Donc, si vous voyez une molécule qui a deux carbones asymétriques, non, ce n'est pas sûr qu'elle est chirale. Voilà, c'est juste ça à savoir. Maintenant, la quatrième partie de ce cours, et ça c'est le plus important, hein, c'est pour ça que j'ai passé très vite le début. Le début, c'est pas très important, c'est des choses bateaux, c'est des choses que vous connaissez. Ici, on va vous demander, en fait, et ça tombe toujours chaque année en annale le jour du concours, on vous demande de faire une sorte de petit exercice. Donc cet exercice, il peut être assez complexe parce qu'il faut regarder la molécule dans l'espace, mais moi perso, je n'arrivais pas à visualiser une molécule dans l'espace, etc. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi. Donc ce que je faisais, et ce que les tuteurs m'ont donné comme astuce, c'était des règles. Donc j'apprends mes règles, et puis ensuite je sais le faire sans visualiser dans l'espace, etc. Donc je sais le faire. Donc cet exercice, c'est quoi? Cet exercice, le but d'abord de cet exercice, c'est de distinguer et de nommer les stéréoisomères. Donc, on a vu ce que c'était les stéréoisomères. Maintenant, on veut les différencier et on veut les nommer.
Donc, comment faire pour les distinguer, les nommer, etc. Et c'est ça l'exercice qu'on va vous demander de faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a ici notre carbone asymétrique avec donc 4 groupements différents. Et on va vous demander, afin de nommer ce stéréoisomère, on va vous demander de hiérarchiser ces groupements-là. Et donc, pour cela, il y a des règles. Ça, c'est les règles, même le prof, il donne en cours. Hein. Les règles. Donc, c'est les règles de Canning-Gun et Prelog. C'est la règle du CIP, c'est à connaître par cœur. Première règle, règle numéro 1. Le substituant qui a la priorité, celui qui a le numéro atomique le plus élevé. Et donc ici, pour connaître les numéros atomiques, on ne vous demande pas de connaître les numéros atomiques de chaque atome. On vous demande seulement de connaître cette suite-là. Donc, l'iode, le brome, le chlore, le sulfate, le fluor, etc. etc. Ça, c'est à connaître par cœur. Moi, j'avais appris cette phrase. Même, voilà, c'est vraiment cette phrase, j'utilise toujours. Genre, l'iguane broute dans la classe, sans feuille unie, chaki boum. Vous l'apprenez par cœur et vous connaissez l'ordre parfaitement. Donc, ça, c'est la première règle. Donc, si vous voyez ici, par exemple, l'iode, vous savez que c'est le numéro 1 toujours. En fait, on va essayer de numéroter, de hiérarchiser les groupements. La deuxième règle et la troisième règle, c'est un peu pareil. Donc, la deuxième et la troisième règle, c'est que si, je vais vous donner un exemple. Voilà, juste admettons ici. Ici, je veux numéroter mes substituants. Je veux les numéroter. Ici, on a notre carbone asymétrique. Ici, ce carbone-là, il est lié à un carbone. Ce carbone-là, il est lié à un autre carbone. Que faire? Il est lié à 2 carbones. Donc, du coup, c'est lequel qui est prioritaire? Ils sont tous deux liés à des carbones. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quoi est lié ce carbone. Donc, on regarde. Donc, lorsque 2 sont fixés au stéréocentre par 2 atomes identiques, ici, c'était le carbone, que je vous ai montré l'exemple. Il faut examiner les atomes en deuxième position. Et celui, donc, c'est la règle numéro 3, et celui qui a le plus grand numéro atomique est prioritaire. Donc, si dans celui-là, ici, il était lié à 3 hydrogènes, les hydrogènes, comme on le voit ici, il arrive en dernière position. Donc, il n'a pas l'air très prioritaire, celui-là. Et ici, pareil, il est lié à 2 hydrogènes et 1 carbone. En revanche, le carbone arrive avant l'hydrogène. Donc, c'est celui-ci qui est prioritaire. OK? Donc, c'est juste... je ne sais pas si j'ai été très claire, mais normalement, voilà. Si on regarde la suite, en fait. S'il y avait quelque chose de possible, c'est CHO. Non. Ouais. C'est H. Faut que je l'écrive. Ok. Donc, j'invente une molécule, on s'en fout, c'est possible qu'elle n'existe pas. S'il y avait C lié à 2 atomes d'hydrogène et 1 oxygène, et C lié à 3 atomes d'hydrogène, automatiquement, vu qu'on regarde cette suite-là, c'est l'oxygène qui le remporte, et donc c'était le CH2O qui gagnait par rapport au CH3. Oui. Juste, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que les coefficients stoichiométriques ne sont pas à prendre en compte dans la numérotation. Ouais, pas du tout. Là, on regarde vraiment le numéro atomique. Là, hein. Ok, super. Merci. Et la 4e règle ici, c'est les liaisons multiples. Ici, il y a un terme à connaître. On parle de règle fantôme, d'atome fantôme. C'est-à-dire que si, je ne sais pas si j'ai mis un exemple, si j'avais un carbone lié
à deux liés avec une double liaison à un oxygène, c'est comme s'il était lié avec une liaison simple à un oxygène et une autre liaison simple à un oxygène. En fait, la double liaison qui est comme ça, qui est liée à un oxygène ici, on va la séparer. Hop, un oxygène là, deux liaisons simples avec un oxygène. Bon, c'est rien d'important. En tout cas, la double liaison, elle est aussi elle est prioritaire, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, ça, c'est des règles à apprendre. Il y a juste cette phrase à apprendre pour vous aider, ou bien cette suite, comme vous voulez. Et on va prendre des exemples ici. Alors, comment je fais pour le mettre en... J'ai envie de le lire. Alors... Ok. Ok. Donc ici, on a un exemple. Est-ce que quelqu'un saurait me hiérarchiser les groupes 1? Il y a quelqu'un ou je le fais? On le fait ensemble? Bon, ok, c'est pas grave. Donc, ici, on a, je vais le mettre comme ça, un brome, un chlore, un H3 et un hydrogène. On va essayer de hiérarchiser ces substituants pour ensuite pouvoir nommer la molécule. Attention, le but, c'est de nommer et de les distinguer. Comment les nommer et comment les distinguer? En hiérarchisant les substituants. Donc ici, dans notre suite, lequel arrive en premier? En premier, c'est le brome. Ensuite, le chlore. Donc, mon petit numéro 1, c'est le brome. Mon numéro 2, c'est le chlore. Ensuite, arrive le carbone. Et ensuite, l'hydrogène. Donc, 3 carbone, 4 hydrogène. À chaque fois, l'hydrogène, c'est le numéro 4. Il ne faut pas chercher à savoir. Quand vous voyez l'hydrogène, c'est numéro 4. Donc ici, on a réussi à numéroter nos substituants. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. À quoi ça va nous servir? Le but, c'est de savoir quelle configuration, et là on parle de configuration, quelle configuration a notre molécule? Est-elle R ou S? R ou S, c'est en fait c'est comment on nomme notre molécule. Elle se nomme L, R ou bien elle se nomme S. C'est vraiment le nom. On s'en fout de ce que ça veut dire. Donc ici, je vous ai mis un exemple que vous comprenez. Ici, la règle de base, c'est que lorsque je numérote mes substituants et que je compte de 1 à 4, 1, 2, 3, 4, ça tourne dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens inverse ici des aiguilles d'une montre, alors ma molécule est de configuration S. En revanche, si je numérote mes substituants et que donc je compte de 1 à 4, 1, 2, 3, 4, et ça tourne donc dans ce sens, dans les sens des aiguilles d'une montre, alors là, elle est de configuration R. Donc, donc le but de tout l'exercice, c'est de savoir si notre molécule est de configuration R ou bien de configuration S. Et ça, c'est ce qu'on vous demande au jour du concours. On vous met des molécules en crâne comme ça. Hein. On vous met des molécules et dans le QCM, ce sera la molécule est de configuration. Voilà, on va vous les mettre en haut comme ça. Je vous ai mis un exemple à la fin. On vous dit la molécule 1 est de configuration R, vrai ou faux. Et donc, vous allez numéroter les substituants et regarder le sens dans lequel ils tournent. Mais maintenant, il y a 3 cas possibles. Parce que des fois, il y a des règles en fait. Et ça, il y en a qui le regardent dans l'espace, comme je vous ai dit. Moi, je vous donne les astuces à connaître. Parce que moi, je n'arrivais pas à le faire dans l'espace. Et même, c'était jusqu'à la fin où je buguais grave avec... dans les QCM et tout, je faisais n'importe quoi à cet exercice. Et à la fin, dans
réponse au QCM, dans une correction. Dans une correction, ils expliquaient ces astuces et je les ai trouvées super. Et donc, je les ai appris et puis ensuite, c'était toujours pareil. Je les apprenais et je les faisais. Donc, c'est quoi ces petites astuces? Il y a 3 cas possibles pour savoir dans quel sens ça tourne toujours. Quand le numéro 4, ici, vous ne voulez pas essayer de... J'arrive pas, non, c'est pas grave. Non. Je vous conseille de prendre des molécules et d'essayer de temps en temps de numéroter les substituants. Comme ça vous permet de bien connaître les règles du CIP. Okay. Donc, ici, le premier cas possible, c'est que quand le numéro 4 est en arrière ou sur le même plan, sauf en haut. Je vous l'explique après. On regarde comment ça tourne avec 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une molécule. J'ai ma molécule là et j'ai nommé mes substituants. Brome numéro 1, ça c'est la même que tout à l'heure. Chlore numéro 2, CH3 numéro 3 et hydrogène numéro 4. Mon hydrogène ici, il est sur le même plan. Mon hydrogène, il est sur le même plan. Donc, c'est le plus simple. Je compte 1, 2, 3. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ma molécule est de configuration S. Donc, celle-là, elle est très simple. Enfin, il y en a des un peu plus complexes, mais bon, ça va. Maintenant, on vous dit aussi, donc ça, c'était quand elle était sur le même plan. Très normal. Quand elle est en arrière du plan, c'est-à-dire triangle hachuré. Mon hydrogène ici, mon numéro 4, il est en arrière du plan. Comment je fais? On va compter 1, 2, 3. C'est-à-dire que 1, je vais sauter celui qui est en arrière. En fait, c'est comme si il n'est pas là. Il n'est pas là, je le bats. Donc, je compte 1, 2, 3. Ça tourne aussi pareil comme elle, dans le sens inverse d'une aiguille, des aiguilles d'une montre. Donc, elle est de configuration S. Ok, si mon hydrogène il était là, ça aurait fait 1, 2, 3 hein, et ça aurait fait R. Donc, je le saute. Vous vous entraînez 2-3 fois à essayer de savoir si c'est R ou si c'est S et c'est fini. Là, peut-être ça vous paraît un peu complexe parce que c'est la première fois que vous le voyez. Ça, c'est le premier cas possible pour savoir dans quel sens ça tourne. Donc, quand c'est dans le même plan et quand c'est en arrière, on barre le 4. Deuxième cas possible. Quand le numéro 4, le quatrième substituant, est en avant, on regarde comment ça tourne en sens inverse. Ça veut dire que là, j'ai nommé mes substituants. Mon OH, c'est le premier. NH2, c'est le deuxième. Et ça, vous regardez avec toujours cette règle. Hein. OK. OH, NH2, CH3, hydrogène. Donc là, si je regardais normalement en comptant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je dirais que hop, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'aurais dit S. Mais non, ce n'est pas ça. Ici, comme notre quatrième substituant, il est en avant du plan. On a ici un triangle plein. Comme il est en avant du plan, une fois que j'ai tourné comme ça, je la tourne dans l'autre sens. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans ce sens. Et donc, la molécule, elle est de configuration R. C'est compris? Je change le sens, quoi, en fait. 1, 2, 3, je vois que c'est S. Hop, le quatrième, il est en avant. Je change, c'est R. Ça, c'est la deuxième règle. Et la troisième et la dernière, c'est que quand notre numéro 4, il est en haut, c'est-à-dire il est positionné comme ça, il est là, on échange ce numéro avec celui qui est en avant. Après avoir fait l'échange, on regarde comment ça tourne. Mais moi, je ne me comprends pas. Non. Donc là, on a une molécule.
on va la numéroter. Chlore numéro 1. On va regarder, c'était quoi. Donc, numéro 1, le chlore. Ensuite, on a l'oxygène. Numéro 1, le chlore. Numéro 2, oxygène. Numéro 3, carbone, hydrogène, toujours le dernier. Donc là, j'ai nommé ma molécule. Donc, je ne sais pas dans quel sens je tourne. Parce qu'il y a le 4 ici. Je fais 1, 2, 4, 3. Non, ça ne marche pas. Je fais 1, 3, 4, 2. Non, ça ne marche pas. Comment je fais? Ici, comme notre hydrogène, il est en haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger avec celui qui est en avant. Ça veut dire, mon chlore ici, c'est mon numéro 1. Mon hydrogène ici, c'est mon numéro 4. Ben, j'échange. Bam, bam. Je change. Donc ici, ça va être mon numéro 1. Ici, ça va être mon numéro 4. Donc si ici, c'est mon numéro 1, je n'ai plus qu'à compter 1, 2, 3, 4. Et donc ici, c'est mon numéro 1, 2. Attends. Ouais, je fais 1, 2. Bon, là, il y aura 4, mais on s'en fout. 1, 2, 3, 4. Et donc là, ça tourne dans le sens inverse. Ça tourne dans le sens est. Je n'ai pas pris la meilleure molécule pour vous montrer cet exemple, mais ce n'est pas grave. Juste pour montrer qu'on échange. OK? Donc, je ne sais plus. J'arrive plus à le mettre en vrai. Bon, c'est pas grave. Dommage. Je voulais vous faire des petits exercices que vous essayiez de me numéroter les substituants. Vous savez quoi, Dan, il a envoyé, je crois qu'il a envoyé mes diapos sur le groupe. Donc, essayez de revoir ces diapos et vous cachez les petits numéros que j'ai mis et vous essayez juste pour vous exercer en fait. Hein. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Vous essayez de numéroter les substituants et vous essayez de savoir, avec les règles que je vous ai données, les petites astuces que je vous ai données, vous essayez, parce que ces astuces, le prof, il ne le donne pas, hein, en vrai. Le prof, il ne vous dit rien du tout, vous vous débrouillez, vous essayez de comprendre comment on nomme R ou S, et moi, j'ai galéré au début. Mais après, voilà, grâce à un tuteur qui m'a donné cette méthode, après, j'ai réussi, quoi. Mais donc voilà, vous essayez de vous exercer avec ces diapos-là. Donc, OK. Donc, vous avez compris, hein. R, sens des aiguilles d'une montre, S, sens inverse. Même plan où en arrière, on barre le numéro 4 et on regarde comment ça marche. Si c'est en avant, alors on compte dans le sens inverse. Si c'est en haut, alors on échange avec celui qui est en avant. OK? C'était le petit résumé. Bon, peu importe. Maintenant, ça, c'est quelque chose le prof, il dit en cours, donc je l'ai mis, mais ça tombe jamais. Et bon, on s'en fout un peu. Mais c'est juste à savoir, comme ça, vite fait. C'est pour les molécules à 2 carbones asymétriques. Donc, parce que là, à chaque fois, on regardait les molécules à 1 carbone asymétrique, hein, liées à 4 substituants différents. Ici, si on a, et ça c'est en Fischer hein, que c'est noté, je ne sais pas si vous vous rappelez de Fischer qu'on a dit tout à l'heure. Fischer, c'est que quand c'est horizontal, c'est en avant du plan. Quand c'est vertical, c'est en arrière du plan. Le plus oxygéné, toujours en haut. Donc en Fischer, c'est en Fischer qu'on représente les molécules à 2 carbones asymétriques, seulement pour les oses et les acides aminés. Donc ici, on a 2 carbones asymétriques. Je les ai mis en rouge ici pour que vous les observez, qui est lié à ces 4 substituants différents. 1, 2, 3 et 4. Donc quand c'est lié quand il y a 2 carbones asymétriques, on va parler de couple unlike ou like. Ça veut dire que si, en fait, comme j'ai 2 carbones asymétriques, ben, j'aurai 2 orientations différentes. J'aurai 2
molécules, à savoir si elles sont R ou S. On ne va pas vous demander de le faire. Nous, on le fait le jour du concours seulement pour un carbone asymétrique. Mais si y en a deux, il faut savoir que si, par exemple, on s'en fout de ce 2 et ce 3, hein, on regarde seulement S et R. Celui-là, il est S. Celui-là, il est R. Donc, S et R, c'est un couple qui est unlike. Parce qu'il y en a un qui est R, il y en a un qui est S. Ça va pas dans le même sens. Donc, on dit qu'il est unlike. Or, ici, A et C aussi, on parle de 2 minutes. Je revois. Voilà. Et le radical très haut, ça veut dire que c'est dans le sens, c'est pas le même sens. Alors que le radical érythro, c'est dans le même sens et on parle de couple like. Ça veut dire que ce carbone asymétrique et ce carbone asymétrique, ils sont tous deux de configuration R. Ou ces deux-là, ils sont de configuration S. Donc, quand voilà, les deux carbones asymétriques ils ont la même configuration, on parle de couple like et de érythro dans le même sens. Et quand ils ont des configurations différentes, une S et une R, on parle de couple unlike et on parle du radical très haut. Ça ne tombe pas bien. C'est juste pour que vous sachiez, parce que le prof, il dit en cours, donc on ne sait jamais, peut-être ça peut tomber. Mais il faut le savoir sans s'attarder dessus, quoi. Je vous ai mis en dessous aussi, c'était quoi, D ou L? On s'en fout aussi un peu, mais là, je vous ai mis l'exemple des tétroses. Quand c'est D, ça veut dire ici, hein, quand on nomme une molécule comme ça, quand c'est D, ça veut dire que le D signifie dextrogir. Ça veut dire que le plan de polarisation va tourner vers la droite. Quand c'est L, le Vogir, ça veut dire que le plan de polarisation, on a une déviation du plan de polarisation vers la gauche. Donc ça, c'est un peu complexe. Pas besoin. Le prof, je crois qu'il s'attarde dessus en fait. Mais il ne le met jamais en anal. Il faut juste retenir. Ce qui peut tomber, c'est que D, c'est droite, L, c'est gauche. D, c'est dextrosure, L, c'est le Vogir. C'est tout. Enfin, vraiment, ne vous cassez pas la tête dessus. Voilà, c'est tout. Ça, c'était pour les molécules à 2 carbones asymétriques. Mais nous, on regarde surtout les molécules à 1 carbone asymétrique. On a presque fini. La vérité, je crois que j'ai été très vite. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est un cours qui est un peu simple, quoi. Vraiment, avec les diapos, vous apprenez les trucs qui sont en rouge et vous savez répondre à tous les QCM. Alors là, je vous ai mis 3 QCM et on va le faire ensemble. C'est les QCM type. Le professeur terme met toujours les mêmes questions. Mais toujours les mêmes QCM. Vous faites les annales de ce cours, vous avez vous avez tous les points à ces questions le jour du concours. Donc ici, j'ai pris une annale de 2014-2015. Et ça reprend vraiment tout le cours. Non, ça reprend une partie du cours. On va parler donc des isoméries. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est easy passes. Objectif passe maintenant. Donc, petite A, les molécules 1 et 2. Donc voilà, c'est toujours présenté de la même manière. Hein. Ici, on a les molécules. On vous donne plusieurs sortes de molécules. On vous les numérote. Et ensuite, on vous pose des questions dessus. Vous mettez vrai ou faux. Les molécules 1 et 2 sont des isomères. Je regarde ma molécule 1, je regarde ma molécule 2. Et je vais voir, c'est quoi des isomères? Alors, c'est quoi des isomères? On l'a vu tout à l'heure. Des isomères sont des espèces chimiques de même formule brute qui diffèrent soit par l'ordre ou la nature des liaisons, soit par leur disposition des atomes dans l'espace. Et donc, ici, je vais regarder si elles ont la même formule brute. Donc, je compte le nombre de carbones. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 carbones. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 carbones aussi. Pour l'instant, ça marche. Je compte mon oxygène. J'en ai 1, 2. Ici, j'en ai 2. Je compte l'hydrogène. 3, 4, 5, 6, 7,
Là, j'en ai 5, 6, 7. Le brome, j'en ai un. Ça marche. Ils ont exactement la même formule brute. Or, des isomères ont la même formule brute, donc vrai. Les molécules 1 et 2 sont des isomères. Petit b, les molécules 2 et 3 sont des stéréoisomères. Celle-ci et celle-ci sont des stéréoisomères. Alors ici, c'est faux. Pourquoi ? Faut savoir que des stéréoisomères, on va reprendre le cours. Des stéréoisomères sont des isomères qui ont la même formule développée, mais qui diffèrent par la disposition de leur atome dans l'espace. Donc ici, on remarque que donc normalement, ils ont la même formule développée. Et ici, on observe que les groupements fonctionnels sont différents. Donc du coup, ça ne marche pas. Faux, les groupements fonctionnels des deux molécules ne sont pas identiques. Attention, un stéréoisomère est un isomère spatial uniquement. Les groupements fonctionnels doivent être les mêmes. Si le groupement fonctionnel est différent, on parle d'isomère pas d'opposition, mais l'autre, de constitution. Voilà. OK ? Donc ça, c'est des isomères de constitution. Donc, ce n'est pas des stéréoisomères. Petit c, les molécules 3 et 4 sont des énantiomères. Cette molécule et cette molécule sont des énantiomères. Comment ? D'abord, des énantiomères, c'est quoi ? C'est des molécules qui sont chirales. Et des molécules chirales, c'est automatiquement c'est des molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables. Et là, dans ces deux molécules-là, pas du tout, ce n'est pas du tout les mêmes molécules. Donc, elles n'ont même pas le même nombre d'atomes de chaque côté. Ici, il y a 3 carbones. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Ici, il y en a 5. Donc, ça ne marche pas du tout. Donc, ici, c'est totalement faux. Petit d, les molécules 4 et 5 sont des isomères. Les molécules 4 et 5 sont des isomères. Isomère égale même formule brute. On regarde le nombre d'atomes de chaque substituant et tout, et on observe qu'ils ont le même nombre d'atomes, donc vrai. Les molécules 3 et 5, donc à chaque fois on va vous faire ça, c'est toujours pareil. Les molécules 3 et 5 sont des isomères, on regarde s'il y a le même nombre d'atomes, il n'y a pas le même nombre d'atomes, donc faux. Essayez de le refaire chez vous tout à l'heure, vous vous posez tranquille, vous relisez les diapos et vous le faites tranquille et vous allez voir que c'est très très simple. Ça, c'était une annale 2014-2015. J'ai pris les annales types. Hein. Et ça, c'est une annale 2019-2020. Le début, on s'en fout un peu parce que c'est pas trop le cours. C'est pas trop mon cours. Là, on parle d'un autre cours. Mais on vous dit, les molécules, on regarde à partir du petit c. Les molécules 1 et 2 sont des isomères. On regarde, toujours en crâne qu'elles sont représentées. On regarde la molécule 1, on regarde la molécule 2. Elles n'ont pas du tout le même nombre de carbone, pas du tout le même nombre d'hydrogène, donc totalement faux. Ensuite, il y a 2 sortes de configurations. Je crois que c'est dans un autre cours. Je crois que c'est dans les... Quand on va vous parler des... C'est en chimie orga. On va vous parler, j'ai fait exprès de mettre cette annale, on va vous parler de 2 autres configurations. La configuration E ou la configuration Z. Donc ça, c'est juste à savoir comme ça, c'est que quand c'est E, c'est... Si je me... quand c'est E, les hydrogènes, ils sont dans ce sens et dans ce sens et dans ce sens. Enfin, ils se croisent comme ça. Alors que quand c'est Z, la 1 et les Z, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si je regarde la molécule 2 est de configuration E, c'est vrai. Parce que l'hydrogène là et l'hydrogène là, ils sont comme ça. En revanche, si l'hydrogène là, il était là, l'hydrogène là, ils étaient là, ça aurait été Z. Mais voilà, c'est juste à savoir tranquille, on s'en fout, ça tombe pas souvent. E et Z, enfin si ça tombe,
Mais du coup, E et Z, faut juste regarder les hydrogènes. Bon, voilà, pas très important. Et ah ouais, ce qui s'aime, c'est pas une annale, mais il est vraiment super. C'est un QCM qui était tombé mon année en écurie. Donc, il est vraiment super. Ça résume tous les petits exercices qu'il faut savoir pour le jour du concours. Donc, vous voulez essayer de répondre aux questions? Donc, Oui. allez, trop bien. OK. Parmi les propositions suivantes relatives à la stéréochimie et l'isomérie, cochez là où les réponses exactes. La A, on s'en fout, c'est pas important. On la saute. Petit b, donc on regarde, on a 2 molécules qui nous sont données. Petit b, on nous demande est-ce que la molécule 1 possède un carbone chiral? Quelqu'un peut répondre à cette question? Non? Je crois que non, parce il faut qu'il y ait quatre trucs autour qui soient différents. Et là, on a 2 hydrogènes. Exactement, exactement. Donc là, B est fausse. Parce que, exactement, ici, on a les 4 substituants ne sont pas identiques. On a 2 hydrogènes et donc c'est totalement faux. Petit c, la molécule 2 a un carbone sinister. En fait, sinister, c'est S ou rectus, c'est R, je crois. On s'en fout, on vous met toujours le S ou le R. Donc la molécule 2 est S. Quelqu'un peut me répondre à cette question? Il y a quelqu'un? Vrai. Non, c'est faux. Alors, Non, c'est faux. C'est R. on va le faire. Qui veut numéroter les substituants? Il y a quelqu'un qui veut numéroter? Enfin, c'est écrit 1, BR c'est 1, I c'est 2, après c'est Non, mais CL. non, mais je crois que c'est faux là. Non, c'est faux. Non, c'est faux parce que ne regarde pas ce qu'il y a écrit parce que c'est faux. Je ne sais pas. Mais non, l'iode, c'est en premier. Donc ça fait Exactement. 1 l'iode, 2 le brome, 3 CP et 4 l'hydrogène. Très bien. Donc en gros, ça tourne. Donc ça tourne 1, 2, 3, c'est 4, S, c'est alors. ça? S, anti-horaire. Donc c'est dans ce sens. Or, attention, Non, R. c'est R. C'est R parce que ici le 4e substituant, il est en arrière du plan, pardon. C'est la première possibilité. On avait dit que quand le 4e substituant, il est sur le même plan ou bien il est en arrière, on barrait le 4 et on comptait 1, 2, 3. Enfin, on regardait le sens normal, quoi. Et donc ici, si on regarde le sens normal, ici c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je regarde comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc c'est R. Donc faux. OK? Ensuite, petit d, lors d'un changement de conformation, on a un nouveau composé chimique. Ah, c'est faux. Ouais, c'est faux. Ça, c'était la configuration. Exactement. Très bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis, on met les pièges, c'est toujours pareil. On vous met les pièges sur configuration, conformation, R ou S. Enfin, voilà. Truc de base. Très bien. Concernant les molécules 1 et 2, on vous demande si ces molécules-là sont des isomères de constitution. Quelqu'un pourrait répondre à cette question? Non. Ouais, c'est vrai, enfin, je dirais que c'est vrai parce qu'il y a le même nombre d'oxygène, d'hydrogène, de carbone et tout. Les carbones, non. Parce qu'il y en a 3 sur la première et 2 sur la... Non. Ah ouais. Non, on a 2. Alors, Deux. c'est vrai parce que les 2 molécules sont des isomères de constitution. Ils ont la même formule brute. Isomère de constitution, ça veut dire c'est l'isomérie plane. Donc, c'est vraiment les trucs de base. On ne regarde pas la configuration et tout. Donc, ici, isomère de constitution, tu regardes s'ils ont le même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, même nombre d'iode et tout. C'est vrai. Donc, il y a le même nombre, donc c'est vrai. OK?
Donc, c'est vraiment en QCM, on va vous mettre des trucs du style. Ça rassemble tout le cours qu'on a fait aujourd'hui. En anal, c'est des trucs comme ça. Mais même en anal, je n'ai pas trouvé un anal où où ils vous demandaient R ou S. Mais, parce que sur le site, il n'y avait pas trop. Chaque année, on vous demande est-ce que cette molécule, elle est R ou elle est S. Tout le temps. Donc, vraiment, entraînez-vous. Du coup, c'est terminé. Franchement, j'ai été très vite. Ça a mis 1 heure de cours. Mais voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce cours? Ouais, Oui. ça va, c'était. Ouais, voilà. C'est un cours assez facile, hein. C'est un cours facile. Il y a juste à apprendre les petites astuces, les petites règles. L'iguane broute dans la clairière sans feuille ou Nishakibou. Vous apprenez cette phrase et vous savez hiérarchiser les substituants, vous savez les numéroter, regardez dans quel sens ça tourne. N'oubliez pas les autres possibilités, hein. Quand c'est en haut, c'est le sens inverse. Quand c'est en arrière, quand c'est en avant, etc., vous regardez les 3 possibilités. C'est où ça? Ouais, ces 3 possibilités, c'est les plus importantes. Il y en a, moi je sais, au début de l'année, j'essayais de faire avec... il y a plein d'autres techniques. C'est une technique avec la main, tu essaies de visualiser ta molécule, tu la tournes dans ce sens ou dans l'autre. C'est hyper compliqué, je me trompais toujours. Donc peut-être si vos tuteurs ils vous expliquent cette façon et que que vous arrivez plus, prenez l'autre manière au lieu d'apprendre ces astuces. Mais je trouve que c'est le mieux, quoi. Franchement, vous apprenez vos astuces et vous savez le faire. C'est tout. Donc ça, c'est le plus important, R ou S. Ensuite, il y avait quoi? Carbone asymétrique, ça c'est des trucs vraiment de base. L'isomérie aussi. Et configuration et conformation, toujours. Configuration, c'est cassage de liaison, rupture. Et conformation, c'est seulement rotation simple. Voilà. Là, je vous ai résumé en 3 mots ce qui tombe le jour du concours, hein. Excuse-moi, mais juste, est-ce que tu peux répéter pour chiral et énantiomère? Énantiomère, ça ne se superpose pas. Et chiral, si c'est le carbone, il est là. Ah ouais, chiral, il ne faut pas qu'il ait les mêmes molécules autour de lui. Alors, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Déjà, pour énantiomère, c'est 2 molécules qui peuvent se superposer. Et chiral, il faut que le carbone n'ait pas les mêmes molécules autour de lui. Non, chiral, c'est... Non, chiral et énantiomère, c'est pareil. En fait, 2 énantiomères, c'est 2 molécules d'énantiomère, c'est 2 molécules chirales. OK? Ok. Et donc une molécule chirale, c'est une molécule, c'est la définition, hein. Une molécule chirale, c'est une molécule qui a son image dans un miroir, mais qui n'est pas superposable à elle. Regarde tes mains, ça c'est 2 chirales, 2 objets chirales, OK? Et ces 2-là, ils sont aussi énantiomères. Ils ont une relation d'énantiomérie. C'est tout. Ok, ça va. OK? Vous avez des questions? Ou non? Moi, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, vas-y. J'ai pas compris comment tu faisais pour savoir si la molécule, elle était R ou S quand c'était une molécule à 2 carbones asymétriques. Ah. Alors, on va pas vous demander de le faire, hein. Ok, parce que oui, je comprenais pas. Là, je comprends pas comment voir si c'est S ou R. Ouais, alors ça, j'ai pas envie de vous prendre la tête pour ça parce que on ne vous demande pas le jour du concours. Donc, ne te prends pas la tête dessus. Maintenant, ce qu'il faut vraiment savoir quand ta molécule elle a 2 carbones asymétriques, c'est que quand on va là, par exemple, on va vous mettre cette molécule-là, ok? On vous met celle-là, on vous demande dans un QCM, je sais pas, je peux vous faire un QCM là, voilà. Est-ce que cette molécule elle a un seul carbone asymétrique? Faux déjà, hein, parce qu'il y a 2 carbones ici. Est-ce que cette molécule elle est like? Alors que je vous écris ça, je vous écris R et S. Faux, elle est unlike, puisqu'on a une qui tourne en R, une qui tourne en S. Ne cherche pas à savoir laquelle elle tourne en R, laquelle elle tourne en S. N'essaye pas de savoir à faire le tour, on s'en fout. Parce que là, de toute façon, elle est en Fischer, alors que nous, on regarde en Cram. Donc, c'est vraiment très différent. Et c'est vraiment pas du tout important. OK? Ok, super, merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a une question? Oh, j'ai réussi à mettre.
Ok. Quelqu'un d'autre a une question? C'est quoi un plan de polarisation? Ah ouais. En fait, ça, je vais vous l'expliquer. En fait, alors 2 minutes, je le trouve. En fait, quand une molécule, le prof, il vous l'explique en cours, mais ça tombe jamais. Et c'est juste pour vous expliquer, quand on écrit une molécule, c'est juste pour vous expliquer c'est quoi L au début, c'est quoi D au début. Alors, je vais vous l'expliquer. Dans lequel il y avait L ou D? Voilà. OK. Donc ici, vous voyez, quand on écrit la molécule, il y a un L au début ou il y a un D. Ben, c'est ça, en fait. Et donc, quand une molécule, elle est polarisée, on peut parler d'activité optique. Elles ont une activité optique. C'est un peu complexe. Moi, la vérité, je ne cherchais pas à comprendre vraiment. Mais en fait, c'est elles ont en fait un pouvoir rotatoire. Et donc, si leur plan de polarisation, ça veut dire comme elles peuvent tourner, si elles tournent vers la droite, on va dire qu'elles sont dextrogires, elles sont D. Si elles tournent vers la gauche, on va dire qu'elles sont levogires et donc elles sont L. Mais ça, vraiment, pas important. Pas important du tout. Sachez que D, dextrogire, L, levogire, et c'est fini, quoi. OK? Allô? Oui. Est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes? Je finis mon cours en ligne. Je te rappelle. Cours en ligne? Ben oui, tu la prépa. Je te rappelle. OK. Bon, bah, c'est fini. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelqu'un a d'autres questions ou bien on en finit là? Si vous avez vraiment des questions un peu plus précises ou vous n'avez pas compris les petites astuces ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, je suis là, je vous réponds. Je vous fais même des petites vidéos explicatives si vous voulez. Et enfin voilà, si vous avez d'autres questions, envoyez-moi en privé ou bien posez-les maintenant, comme vous voulez. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris le cours, qu'il était assez clair. Donc, ben voilà. Il est où, Dan? Il est là ou pas? Donc, ben voilà. Le cours est terminé. Je vous souhaite des bonnes vacances. Merci beaucoup. Vacances. De toute façon, on va se revoir. Je vais donner encore un cours pour le stage. Qui a parlé là? Vous avez une question? Comment on fait pour arrêter? Merci beaucoup pour le cours. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir.